Bonjour et bienvenue à l'autre bout du monde, dans le Pacifique, pour découvrir la Nouvelle-Calédonie, un des derniers joyaux de biodiversité sur Terre. Ici, la faune et la flore ont évolué depuis des millions d'années à l'abri de toute pression humaine. Ici, en moins de 2 siècles, l'homme a tout bouleversé. Suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons traquer l'oiseau emblème de l'île, le cagou. Un drôle d'oiseau qui aboie et ne vole pas, une proie facile. Au milieu des années 80, il a failli disparaître. Les cerfs, les fourmis, le faux mimosa et maintenant les abeilles, la liste des espèces introduites ne cesse de s'allonger. Sur le territoire, elles éradiquent tout sur leur passage. Un vrai cauchemar. Difficile en Nouvelle-Calédonie de ne pas parler de l'extraction du nickel. En un peu plus d'1 siècle, l'exploitation du minerai a bouleversé les paysages et dégradé 1/4 du territoire. Et puis ce soir, ils ont mis le feu. Ici, c'est le fléau numéro 1. Faute d'une prise de conscience collective et de vrais moyens de lutte, la végétation unique de l'île est en train de partir en fumée. Enfin, nous irons plonger dans le plus grand lagon du monde, admirer la beauté du récif corallien et la richesse de la faune. Un joyau relativement épargné pour l'instant, restons vigilants. La Nouvelle-Calédonie s'étire sur 500 km de long et 50 de large, avec un relief essentiellement montagneux. À l'île principale viennent s'ajouter des îles périphériques. Au sud, l'île des Pins, à l'est, les îles Loyauté et au nord, les îles Bélep. Toutes ces îles sont des réserves de biodiversité, reconnues par le WWF comme les plus précieuses au monde. Car la terre de Calédonie ne résulte pas de l'activité volcanique, mais de la dérive des continents. Depuis des dizaines de millions d'années, sa faune et sa flore sont le résultat d'une évolution isolée. Sur cette terre, pratiquement toutes les espèces sont uniques. Notre premier rendez-vous a lieu sur la côte ouest de la Grande Terre, en compagnie de Jérôme Spaggiari, ornithologue. Si tu regardes droit devant, là, comme ça, ici maintenant, il y a une balise rouge. Tu vois, comme des petits points, mais ce Voilà. serait ça? Ouais, c'est tout petit, hein, là. Tu les vois, ils montent, et ils descendent, et ils surfent sur la vague, en fait. Ils font du vol dynamique sur la vague. Ah oui, Tu les je vois? crois que j'en ai vu un. Le long de la plage, nous guettons le retour des puffins. Tiens, regarde. Là, il y en a un qui est tout près, qui est en train de rentrer, avec les ailes très pointues. On les voit de plus en plus, là. Tu vois, ils s'approchent. Ouais, j'en vois un là-bas. Ils sont, maintenant, on les voit partout sur le Ah récif. oui, oui. Ils sont en train de voler partout entre les différentes balises qui marquent la passe là-bas. Et là, c'est l'heure. Là, c'est l'heure. Là, ils s'approchent. Ils étaient en mer toute la journée. Ils s'approchent maintenant et ils vont rentrer à la colonie. Et à partir du moment où la lumière va encore descendre un petit peu, il y en a un qui va commencer à rentrer. Et puis après, ça va être le défilé pendant 1/4 d'heure, 20 minutes. Ça va être magnifique. Ça va être chouette. Là, c'est vraiment le retour. Là, ça rentre là. C'est dingue, ils prennent tous la même direction. Ouais. Ils touchent l'eau de temps en temps. Ils frôlent. Donc, ils ont des ailes qui sont très fines, très longues. Là, c'est vrai, on a l'impression qu'ils se laissent porter comme Ah oui, c'est des vrais voiliers. Là, celui-là, il nous fait le festival. Waouh! Celui-là, c'est le showman. Ouais, c'est clair. Le puffin, c'est un oiseau atypique. Nomade, il vole toute la journée au-dessus de la mer et à la nuit tombée, il revient sur la terre ferme pour nicher dans un terrier. La Nouvelle-Calédonie abrite la plus grosse population au monde de puffins du Pacifique. Près d'1 million de couples vivent sur l'île. Donc on fait bien attention parce que là, on est vraiment dans la partie la plus dense de la colonie. Donc on ne marche pas sur l'entrée des terriers. Je te les indique comme ça. Là, il y en a encore un. Puis on va s'approcher doucement par là. Ils sont vraiment proches. Hein. Ouais. On a par endroit, on a jusqu'à plus d'1 nid par mètre carré. Donc c'est des densités qui sont énormes, même au niveau du Pacifique. Tu l'as entendu là? On dirait des pleurs d'enfants.
Donc là, on les entend bien. C'est des oiseaux qui sont complètement silencieux quand ils sont en mer. Et en fait, quand ils rentrent à la colonie, de manière à reconnaître et à se faire reconnaître par leurs partenaires, ils échangent les sons qu'on entend. Attention au trou. Là, on va avancer. Là, il y en a un autre. Et donc, tu vois, là, il y a l'entrée du terrier qui descend en pente douce. Il est tranquille. Hein. Donc on voit qu'ils sont très maladroits quand ils sont à terre. Ils sont très vulnérables. Ils peuvent être prédatés par des chats, par des chiens, par tous les mammifères introduits. Et ça y est, il est rentré chez lui. Si on peut s'approcher un petit peu. C'est donc une espèce protégée. Oui. En Nouvelle-Calédonie, en province sud, tous les oiseaux marins sont entièrement protégés. Mais ils sont menacés? En fait, les oiseaux marins, c'est le groupe d'oiseaux qui est le plus menacé de la planète. En Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne cette espèce, le puffin du Pacifique, on a à peu près 50% de la population mondiale. Donc on a à la fois une énorme chance et aussi une énorme responsabilité. Quand ils sont en mer, ils sont énormément sensibles à ce qui est pollution. Pollution chimique, la pollution par des débris matériels, des morceaux de plastique, des choses comme ça. Et ils ont aussi quelque chose qui les menace très fortement, c'est la pêcherie industrielle, la surpêche. Ils ont tendance à s'accrocher dans les hameçons des palangriers. Et quand ils sont à terre, ils sont menacés par les espèces introduites, le rat, le chien, qui peuvent les prédater. Il y a le rat aussi qui peut manger les œufs ou les poussins. Il y a aussi une autre menace quand ils sont à terre, c'est qu'ils sont... Là, on est dans une colonie parce qu'il n'y a pas d'habitation, c'est complètement naturel. Il y a de plus en plus de lotissements qui sont créés en Nouvelle-Calédonie pour accueillir tous les gens qui vivent ici. Et donc ça leur fait perdre aussi des zones sur lesquelles ils peuvent nidifier. L'habitat des puffins se réduit en Nouvelle-Calédonie, à l'image de la forêt sèche dans laquelle niche cette colonie d'oiseaux. Cet écosystème adapté au climat très aride de la côte ouest abrite des espèces végétales uniques au monde. Aujourd'hui, cet espace agonise. À l'origine, la forêt sèche de Nouvelle-Calédonie couvrait une surface de 4500 km². À l'heure actuelle, il ne subsiste plus que quelques lambeaux dispersés qui totalisent à peine 45 km², soit le centième de sa superficie d'origine. Ces lambeaux, dont la plupart n'excèdent pas 5 hectares d'un seul tenant, sont devenus des espaces très vulnérables. Illustration parfaite avec l'îlot Le Prédour, où nous avons accosté en compagnie du botaniste Bernard Suprin. Ça grimpe, ça grimpe. Alors pourquoi on l'appelle une forêt sèche? Parce qu'elle pousse dans un milieu très sec et que ce sont des arbres qui sont adaptés à pousser dans ces milieux secs. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette forêt sèche? À vrai dire, c'est une forêt qui est assez peu photogénique, mais cependant, elle contient des centaines d'espèces. Elle est extrêmement riche au niveau de la biodiversité, dont une dizaine ou une quinzaine très rares. Ah oui. Bon, Séverine, je vais te montrer un véritable petit trésor de biodiversité. Il s'agit du Pittosporum thanianum, ici. C'est une espèce qu'on ne trouve que sur le Prédour. Et lorsqu'elle a été découverte à la fin des années 80, on n'en a découvert que 2 pieds seulement, uniquement sur cet îlot et nulle part ailleurs en Calédonie ni au monde. Malheureusement, à la suite d'une sécheresse et d'un cyclone, les 2 pieds sont tombés à 2 ans d'écart et l'UICN a déclaré officiellement l'espèce éteinte. 10 ans plus tard, j'en ai retrouvé un pied qu'on voit ici et lors de visites complémentaires, mon ami Casimir en a trouvé 2 autres. Donc tu es en train de me dire que celle-là, on la trouve qu'ici? Ouais, on la trouve que sur l'îlot Le Prédour. Et comme j'ai très peu de photos de cette espèce, je vais en faire. Comme ça, ce sera dans la boîte. Ouais, Séverine, ça c'est le 2e pied qui a été découvert. Lorsqu'on l'a trouvé, il était plein de fruits. Ces fruits ont été mis en germination et à présent, ils donnent des milliers de petits
Et grâce à cet arbre, la descendance, la sauvegarde de l'espèce est assurée. Retour près de Nouméa, à la pépinière de l'Institut agronomique calédonien. C'est là qu'a été réussi le miracle de faire germer notre petit arbre orphelin au nom savant de Pittosporum thanianum. Un miracle car les espèces primaires sont souvent difficiles à reproduire. Et voilà le résultat. Maintenant, ils ont plein de jolis plants. Voilà donc les premiers plants qu'on a obtenus et qu'on va réinstaller dans le site. Ça, donc, c'est aussi des Pittosporum, ça aussi. Donc, vous voyez, là, on a déjà des belles quantités. Il y a quelques années, à la création du programme Forêt Sèche, on ne savait pas du tout reproduire cette espèce-là. Et maintenant, donc, on les cultive grâce à la pépinière de l'Institut agronomique calédonien où nous sommes, qui arrive avec ses récolteurs spécialisés à attraper dans les cimes des arbres des graines et à les mettre à germer dans des conditions idéales au niveau technique. Et voilà donc le semis, vous voyez, avec des jolies jeunes feuilles. Cette espèce-là, même si les trois pieds, je dirais, disparaissent dans leur aire d'origine, au moins là nous avons la descendance est assurée. Donc il était temps, parce que 3 individus, c'était vraiment limite. C'était moins une. Depuis 2001, les agronomes ont réussi à reproduire par germination ou bouturage d'autres espèces de la forêt sèche. Objectif : entamer la restauration forestière suivant un protocole précis. Dans certaines zones, ce qu'on voudrait, c'est effectivement que d'abord de sauver ce qui reste et si possible de l'étendre, soit sur les lisières, soit souvent les forêts sont, ce qu'on dit, fragmentées. Ça veut dire que maintenant, vous avez, quand vous regardez ça d'avion ou de photos aériennes, vous avez des forêts qui sont disjointes. Avant, il y avait de la forêt certainement, et donc on voudrait, dans certains cas, créer ce qu'on appelle des corridors entre ces deux forêts pour qu'elles redeviennent jointives et que les animaux ou les végétaux puissent de nouveau circuler d'un milieu à l'autre. Ça, c'est un objectif. Mais il est évident qu'on ne pourra jamais reconstituer 99% de ce qui est disparu, parce que depuis, le pays a évolué, l'homme s'est installé, et donc le milieu a été généralement transformé. L'homme est responsable des dégâts, je dirais, et l'objectif, c'est d'essayer de rattraper son erreur ou sa faute. Et pourquoi, quand une espèce disparaît, on peut parler de vraie catastrophe? Tout simplement parce qu'une espèce, c'est un univers en réduction, c'est une galaxie de richesse. Et la disparition d'une espèce entraîne la perte de milliers et de milliers de molécules très compliquées et qui peuvent être très précieuses, notamment pour la médecine. Une espèce qui disparaît, elle contient peut-être la molécule qui sauvera les gens du sida. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tous avoir le souci de la conservation de la biodiversité. Malheureusement, la plupart des gens n'en ont pas conscience. Ils ont tendance à dire oh, une espèce disparaît, quelle importance, d'un air de dire une de perdue, 10 de retrouvée. Non, pas du tout. Toutes les espèces ont la même valeur. Et que ce soit une grande baleine bleue ou une herbe insignifiante qu'on va fouler du pied sans même y faire attention, toutes ces espèces ont la même valeur au niveau de la biodiversité. Elles méritent toutes, à partir du moment où ce sont des espèces vivantes, des espèces, le même respect. Et c'est ça le plus dur à comprendre. Ok Bernard, je respecte toutes les espèces, mais il faut bien reconnaître que certaines d'entre elles fichent une belle pagaille dans la forêt sèche. Sur l'île, le danger le plus sournois vient de cet animal quasi microscopique. Introduite accidentellement dans les années 50, sa piqûre urticante lui vaut le surnom de fourmi électrique. Ici, les forêts sont infestées par cet insecte comme la plupart des forêts tropicales du globe. Ah, elles sont là. Hein. On est vraiment dans une phase d'invasion qui démarre. Hein. Cette petite population. Alors, on a quelques ouvrières là qui fourragent. Tu vois, encore un cadavre. Un petit carabe qui a été becqueté. Tu vois, il ne reste plus que la cuticule. La fourmi électrique, c'est un vrai problème pour l'environnement calédonien, pour les écosystèmes principalement forestiers, parce que là où elle s'implante, elle va éliminer progressivement tous les insectes, hein, que ce soit d'abord les fourmis, mais exactement les petits scarabées, les guêpes, les abeilles. Et donc à partir de quelques années, on n'aura plus que de la fourmi électrique.
Et puis après, notre plus grande crainte, c'est qu'en ayant éliminé les insectes, la vie des arbres, pollinisation, dispersion de graines ne va plus être là. Et donc à terme, les espèces végétales vont disparaître et ce sont des espèces introduites qui vont progresser et changer l'écosystème. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, on a un gros problème, une grosse menace sur l'environnement. Il faudrait effectivement, sur ces zones prioritaires, être capable d'intervenir, de les éliminer. Mais le souci majeur actuellement, c'est que c'est une fourmi qui n'est pas un enjeu économique à l'échelle mondiale. Donc il n'y a aucun grosse société de phytopharmacie qui s'est penchée sur le problème. Donc on n'a pas de produit formulé spécifiquement pour la fourmi électrique. Donc on est obligé d'adapter avec des produits qui sont disponibles sur le marché et de mettre en place des protocoles expérimentaux pour essayer d'avoir une action. Et aujourd'hui, effectivement, on est en phase expérimentale. On ne sait pas si on va gagner la bataille contre la fourmi électrique. Autre exemple d'espèce animale introduite qui provoque des ravages, le cerf, comme on dit ici. En un siècle, il a colonisé toute l'île. Perpétuellement en surnombre, il broute tout ce qui est à sa portée. C'est une véritable peste. Sur l'îlot Le Prédour, les plantules indispensables à la régénération de la forêt sèche sont dévorées. La forêt éprouve toutes les difficultés à se régénérer et finit par s'éclaircir de plus en plus. Si rien n'est fait, dans quelques temps, elle aura totalement disparu. Mais Bernard, la situation, elle est complètement désespérée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être pas complètement désespérée, mais certainement très grave. Et d'abord, on peut agir pour contrôler les cerfs, parce que la destruction de la forêt sèche par les cerfs, elle est relativement lente. Et elle est faite par des animaux qui sont très sympathiques. Ce sont des bambis. C'est vrai. Et qui aurait l'idée de faire du mal à un bambi? Personne. Et pourtant, la solution, elle passe par là. Il faut absolument alléger la pression du cerf sur la forêt sèche. C'est-à-dire qu'il faut éradiquer, je ne sais pas, peut-être la moitié ou un tiers des cerfs par rapport à la quantité actuelle pour trouver cette solution. Et c'est seulement à cette condition que la forêt pourra reprendre. En Nouvelle-Calédonie, on dit toujours que 3 couleurs prédominent. Le vert de la végétation, le bleu des rivières et du lagon, et l'ocre rouge de la terre. C'est particulièrement vrai quand on arrive au parc de la Rivière Bleue. Situé au sud de Nouméa, ce parc est un espace protégé de 9000 hectares qui vise à préserver le patrimoine naturel et offre un terrain de recherche aux scientifiques. Dans cet endroit magique et avec un peu de chance, vous pourrez entendre aboyer et peut-être même voir le cagou, l'emblème de la Calédonie, un drôle d'oiseau. Ici, cet animal est protégé jalousement, il est endémique à l'île. Le cagou a une grosse faiblesse, comme la poule, il ne sait pas voler. Et jusqu'à l'arrivée de l'homme, il n'avait aucun prédateur naturel. Puis progressivement, chats, chiens, rats et cochons sauvages sont devenus ses pires cauchemars. Dans les années 80, au parc de la Rivière Bleue, il ne restait plus qu'une 60aine d'individus. Comme tous les oiseaux qui ont évolué sur des îles, souvent leur technique de reproduction, disons leur stratégie, n'est pas très adaptée à une prédation ou à une compétition par d'autres espèces. Par couple, c'est un œuf par an. Si par malheur l'œuf n'éclot pas ou il est perdu pour une raison quelconque, les parents peuvent faire une deuxième ponte. Mais il faut savoir, c'est un gros œuf, un œuf de cagou. C'est une ressource énorme pour les parents, donc c'est un gros investissement et des fois, ils n'essayent pas de refaire une deuxième ponte. Dans le parc, les cagous vivent dans un espace relativement protégé des prédateurs. La population se porte mieux. De plus, ils sont l'objet d'une surveillance continuelle de la part des scientifiques grâce à un système de biotélémétrie installé sur l'animal. Donc on leur place des petits émetteurs qui pèsent environ une vingtaine de grammes. Ça fait 2-3% du poids du cagou. Et ça nous permet de les repérer, de trouver leur nid, puisqu'on suit leur reproduction pour voir la prédation, en particulier par les espèces introduites, donc le rat, le chat, le chien, le cochon. Ça nous permet un petit peu de voir ce qui se passe dans les familles, avec les jeunes, avec les parents, et éventuellement la dispersion des jeunes. C'est par là.
En 25 ans, la population des cagous est passée de 60 à 600 individus. Ce programme de conservation initié par un homme, Yves Le Tocard, est un des grands succès mondiaux dans la sauvegarde des espèces. Ah regarde, il y a de l'expédie ici, ça c'est sûr. Ah ici, on a les petits. C'est pour ça qu'elle fait la gueule. On arrive maintenant à une situation où il semblerait que la reproduction soit moins élevée que par le passé. Donc il y a peut-être une autorégulation de cette population, on n'est pas très sûr de ce qui se passe. Mais les populations sont denses, donc ce qu'il serait bien de faire maintenant pour la protection du cagou, comme le seul endroit où il y a vraiment de haut nombre de cagous, c'est à la rivière Bleue, ce serait de créer une autre réserve pour éventuellement prendre des cagous du parc de la rivière Bleue et les amener dans d'autres territoires où ils puissent s'installer. Allez, on quitte la Grande Terre pour aller faire un tour aux îles Loyauté à Ouvéa, une île entre le ciel et l'eau. Je vous laisse admirer sa beauté. Un rêve de cocotiers, sable blanc, mer turquoise, mieux que dans les catalogues. La particularité d'Ouvéa est d'être préservée des rats. Ici, toutes les mesures sont prises pour prévenir l'invasion. Pourquoi de telles précautions ? L'île abrite une colonie de perruches unique en son genre, la perruche d'Ouvéa. La présence de rats serait fatale à cet oiseau qui niche dans les troncs d'arbres. Et où je la vois pas bien? Sur le papier. Ah oui. Elles sont jolies, hein? Ouais. Elles se confondent en fait aux feuilles. Et elles viennent souvent ici? Ouais, elles viennent souvent, c'est pour manger les papayes. C'est-à-dire les graines qui sont dans le papaye. Parce que les perruches se nourrissent uniquement de graines, de papaye. Pas de la chair. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ces perruches-là, tu les trouves uniquement à Ouvéa? À Ouvéa, c'est une perruche endémique. Ouais. Et donc, Maurice, à un moment, ces perruches, elles ont failli disparaître alors? Oui, c'était surtout dans les années 60, 70, vers les années 80. Parce qu'il y a pas mal de gens qui prélèvent des jeunes et puis qui les vendent. Ah, qui les vendent? Qui les vendent, oui. À des gens qui viennent de l'extérieur. Et ils venaient les capturer ici? Ils les capturaient uniquement dans les nids, quoi, les jeunes. Puis les élever, puis à un certain âge, ils les vendaient. Conséquence du trafic, en 1980, la population des perruches est tombée à son niveau le plus bas, moins d'une centaine de couples. Avec un taux de reproduction très faible, la colonie n'a dû sa survie qu'à la mobilisation de certains habitants, réunis en associations de protection pour coordonner leurs actions. Et concrètement, avec l'association, vous faites quoi alors sur le terrain? Nous avons fait un programme. Premièrement, c'est de faire la sensibilisation partout, dans les tribus, dans les chefferies, dans les écoles même, dans les lieux publics, mettre des affiches partout. Et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup aussi de nids qui sont détruits, qui sont cassés, quoi. Et il y a pas mal de déforestation aussi. C'est pour ça qu'on avait fait la sensibilisation au niveau des tribus, quoi. Pour qu'ils arrêtent de couper les arbres, de faire de la déforestation. Et ça a marché? Et ça a marché. Donc c'est grâce à vous qu'elles sont revenues? Oui, on peut dire ça. Oui. Ah, on a une là. Elle est grosse celle-là. Oui. Elle est belle aussi. Tiens. Ah oui, elle est grosse. Je crois que c'est un mâle. Je crois que la deuxième, là, elle ne doit pas être mal. Et elles sont toujours en couple, alors elles se quittent jamais? Oui, ils sont toujours en couple. Ils sont fidèles l'un à l'autre, quoi. Pour toute la vie. Et s'il y en a une qui meurt? Ben, l'autre, elle vit tout seule. Elle vit tout seule. Et elle sera plus jamais en couple, en fait? Non, non. Elle sera toute seule jusqu'à sa mort. C'est beau. Et
Et la perruche ovea est désormais une espèce protégée. Donc on ne Oui. peut plus la chasser, on ne peut plus la vendre. Là, elle est vraiment protégée. On ne peut plus la chasser, la vendre, parce que là, elle est classée en annexe 1 de la Convention de Washington. Mais c'est grâce à l'association? C'est grâce à l'association et aussi aux scientifiques qui nous ont aidés sur le terrain aussi. Donc tout allait pour le mieux et est apparu un nouveau fléau, les abeilles. Oui, les abeilles étaient apparues en 1994. Ça a été emmené par la MFR pour les élèves, c'est pour un projet pédagogique. Et puis finalement, les ruchers n'ont pas été bien contrôlés. Puis finalement, il y a eu les essaimages et les abeilles sont parties dans la nature. Et surtout en forêt. C'est là où il y a le plus de menaces pour les perruches. Parce qu'ils ont peur aussi de dormir dans les trous des arbres. Alors que dans ces trous-là, il y a des nids de perruches à l'intérieur. Mais alors elles se disputent le même nid, mais c'est pas possible qu'à un moment elles cohabitent ensemble? Non, les abeilles ne peuvent pas cohabiter ensemble avec la perruche. Surtout, ils ne peuvent pas vivre ensemble dans la forêt. Parce que là, les abeilles sont en train de prendre la place des perruches. Et puis, dans quelques temps, il n'y aura plus de perruches dans la forêt. Une cohabitation impossible pour les perruches face à des abeilles domestiques qui essaiment très vite. Unique solution pour l'association, capturer les essaims pour les remettre en ruche ou se résoudre à leur destruction. La perruche d'Uvea est peut-être condamnée à disparaître à cause d'une espèce introduite. La mobilisation de quelques volontaires très investis ne suffira pas à inverser la tendance. Chats, chiens, rats, cochons sauvages, cerfs, fourmis, faux mimosas et maintenant les abeilles. Il y a urgence aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie à prendre des mesures draconiennes contre les espèces envahissantes. La grande affaire de l'île, c'est la production du nickel. Plus grand gisement connu au monde, la Nouvelle-Calédonie abrite 25% des réserves de la planète. Si le nickel est une chance pour l'économie calédonienne, son exploitation représente une menace majeure pour l'environnement. Vers Nouméa converge la majorité de la production. Elle est transformée au prix d'une pollution atmosphérique permanente, sans équivalent dans l'île. Impact plus visible encore, les sites d'extraction disséminés sur tout le territoire. Pour cause d'exploitation à ciel ouvert, les paysages, sur les hauteurs, ressemblent à de grosses taupinières dévastées. Sur la Grande Terre, on exploite le minerai depuis la fin du 19e siècle. Je vous laisse imaginer les dégâts. Nombreux sont les paysages décapés, érodés et remodelés. Et pour récupérer toujours plus de nickel, on sacrifie sur des kilomètres carrés la végétation. Or, cette végétation, que l'on appelle le maquis minier, est très spécifique de l'île. Adapté depuis des millions d'années à pousser sur des sols pauvres gorgés de métaux lourds, le maquis minier est à l'image de la forêt sèche un trésor de biodiversité inestimable. En disparaissant, le maquis fait place à une végétation appauvrie qui s'enflamme à la première étincelle. Les sols s'épuisent, progressivement on assiste à la désertification de toute une région. En Nouvelle-Calédonie, le feu part à tout instant. C'est le fléau numéro 1. Il occasionne des ravages terribles pour l'écosystème. Pendant mon séjour, j'ai assisté souvent à des départs de feu très sérieux. Chaque année, c'est près de 50 000 hectares qui partent en fumée. Face à ce danger permanent, aucun plan de prévention n'existe et les moyens de lutte sont dérisoires. En 2005, année de tous les records, un gigantesque incendie a ravagé les alentours de Nouméa, au point d'obliger la France à réclamer l'aide de ses voisins australiens. Depuis longtemps, l'association environnementale du WWF se bat pour sensibiliser l'opinion. En 2005, elle a mobilisé très vite un grand nombre de volontaires pour épauler les pompiers dépassés par la situation. Ouais, donc voilà, là c'est un feu qui a dévasté cette savane Niaouli il y a quelques jours, il y a 3 jours précisément.
Et avant, ça ressemblait un petit peu à la végétation que tu vois tout au fond, c'était bien vert. Et comme on est rentré en saison sèche, tous les végétaux perdent leur eau et la moindre étincelle, eh bien, tout s'enflamme. Et comme c'est une période également où on a du vent, le feu est poussé sur des centaines, voire des milliers d'hectares. Mais ils étaient là tout le temps, ces arbres, ou pas? Non, 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 non. Là, toutes les espèces que tu vois, tous les arbres que tu vois autour de toi, ce sont tous des niaoulis, qui est un arbre qui a profité du développement du feu par l'homme et qui a remplacé les autres espèces. À l'origine, ces arbres ne poussaient pas sur ces pentes, ils ne se développaient que dans les fonds de vallée, là où le sol était humide. Et puis avec l'arrivée de l'homme, les feux se sont multipliés et il se retrouvait être le seul à résister au feu pour une raison toute simple, c'est que si tu grattes, ben, tu te rends compte que c'est pas qu'une seule écorce en un bloc, tu as des multicouches et que seule la superficie brûle, mais que l'arbre reste protégé par les autres couches de son écorce. Et il en a à peu près combien de couches? Il en a des dizaines, on peut creuser comme ça assez profondément. Donc ça le rend concurrentiel par rapport aux autres arbres qui, eux, n'ont qu'une écorce et qui meurent au passage du feu. Et ainsi, de son milieu d'origine, son berceau, le fond des vallées, il a pu remonter grâce, on va dire, au feu jusqu'au sommet de la chaîne. Et aujourd'hui, tu as des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares qui sont recouverts de cette savane à niaouli qui ressemble un petit peu à une forêt, mais si tu regardes bien, il n'y a plus qu'une espèce d'arbre, le niaouli. Et avec le temps, avec les feux récurrents, eh bien lui aussi va mourir quand il aura joué les cartes de toutes ces couches d'écorce. Ça fume encore. Ouais. Là, c'est la fois de trop pour lui, c'est la fois de trop pour celui-là, pour tous ceux que tu vois à terre, qui ont joué leur dernière carte et qui maintenant vont laisser la place à de l'herbe, à quelques fougères, qui à leur tour vont disparaître pour laisser un sol nu. Et s'il n'y a plus de sol, tu peux imaginer, tu as vécu à La Réunion, tu as vu des cyclones, l'eau va emporter la terre et on retrouvera un sol nu et la vie disparaîtra complètement de cette surface de la planète. Non mais Hubert, comment peut-on arriver à des catastrophes pareilles? On en arrive simplement à des catastrophes pareilles du fait que plus de 99% des feux sont d'origine humaine en Calédonie. Donc on met le feu pour de multiples raisons, pour la chasse, parce qu'on n'est pas content avec le voisin. On l'a mis il y a longtemps pour prospecter les minerais en Calédonie. On met le feu pour se débarrasser de la fourmi électrique ou chasser le cochon ou que sais-je encore. On met le feu pour tout et pour rien. Le résultat, c'est qu'en face, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens aériens suffisants, il n'y a pas les moyens terrestres, il n'y a pas assez de sapeurs-pompiers. Et à ce rythme-là, si chaque citoyen ne se mobilise pas, on va à la catastrophe. La catastrophe écologique, la catastrophe humaine, la catastrophe économique. Oui, quand on connaît la fragilité d'écosystèmes tels que la forêt sèche ou le maquis minier, j'imagine que les conséquences doivent largement dépasser ce qu'on peut voir là. Ah ben en effet, hein, elles sont terribles ces conséquences, puisque ces feux sont non seulement une catastrophe écologique, mais si tu regardes un petit peu au sommet de cette montagne, tu vois les nuages qui sont en train de déverser la pluie sur les flancs des montagnes et vont être récupérés par les forêts. Et ces forêts fonctionnent comme le château d'eau de la Calédonie, comme une éponge, une énorme éponge pour la Calédonie. Stocker l'eau, alimenter les sources et ensuite relarguer l'eau dans les rivières qui coulent dans chaque vallée. Alors imagine maintenant si les feux détruisent ces forêts. Eh bien, cette éponge ayant disparu, l'eau qui va tomber en période cyclonique va se déverser avec violence dans le lit des rivières, qui va provoquer des crues, des inondations en saison des pluies. Par contre, en saison sèche, eh bien, il ne pleuvra plus et la forêt qui aura disparu ne pourra plus alimenter les rivières. Et à la place des cours d'eau, nous aurons des lits de pierre. En Calédonie, les rivières sont le trait d'union avec la mer. Sur la côte sud, les paysages parsemés de pins colonnaires sont à couper le souffle.
En les regardant dresser fièrement leurs pointes vers le ciel, on ne peut s'empêcher de penser au temps où les dinosaures régnaient en maîtres sur la Terre. C'est dans la baie de Terreau qu'Agnès et Marie-Joseph ont eu l'idée de planter un jardin dans la mer. Chaque matin, elles cueillent dans les eaux basses du Platier de jeunes coquillages comme les bénitiers qu'elles vont planter dans leur jardin. Quant aux étoiles de mer, elles serviront de fleurs ornementales. Alors là, on est au jardin alors. C'est un petit peu votre potager. Voilà. C'est à peu près le jardin qui est à côté de la maison, c'est pareil. Et pourquoi vous avez fait ce jardin? Parce qu'on a remarqué que ça diminue de plus en plus les bénitiers. Parce qu'ils font la pêche et ils le vendent sur le marché. C'est pêché n'importe comment, les petits, les grosses. Il n'y a pas de règlement, quoi. Puis c'est là que ça nous a donné l'idée de les rassembler ensemble comme ça. On fait un petit jardin comme ça. Parce que quand ils sont ensemble, ils se reproduisent plus facilement. Quand elles sont ensemble, elles se reproduisent plus vite. On a remarqué que la tantine, elle a remarqué que dès qu'elle a commencé son jardin, les petits, sur le platier, il y a beaucoup, quoi, des petits. Il s'est refermé. Oui. Quel âge il a celui-là? 10 ans. 10 ans. Et celui-là, il est prêt? Il est prêt à manger. Vous allez me montrer comment on les prépare. On mange tout là-dedans? On enlève ce qui est noir, là. C'est à peu près comme les noirs de poulpe. On enlève ça, là. Sinon, tout le reste, ça se mange. Ça se prépare en salade, ou en bouillon, ou en curry au coco. On part à terre avec les on va se régaler maintenant. On va faire le bougna, c'est le plat traditionnel kanak. Le bougna, c'est une sorte de ragoût à base d'igname, de taro, de patates douces accompagnées de la chair du bénitier. Le tout arrosé de lait de coco, mais on peut mettre du poulet, du poisson, suivant les goûts. Ce qui fait sa saveur exquise, c'est la cuisson à l'étouffée dans une feuille de bananier. En Nouvelle-Calédonie, le sentiment que l'environnement marin est un patrimoine à protéger est très répandu. Les habitants sont fiers d'avoir le plus grand et le plus beau lagon du monde. Nous sommes allés plonger. Je ne boude pas mon plaisir de vous montrer d'aussi beaux fonds coralliens et une faune marine si riche. Un aquarium géant en somme. En Calédonie, c'est autour de Nouméa que se concentre la pression démographique. Mais par une série de mesures plutôt judicieuses, les autorités ont anticipé pour limiter les menaces susceptibles de peser sur le lagon. Disposition importante, la plupart des îlots proches de la capitale ont été classés réserves naturelles. Accessibles aux touristes, chacun a sa spécificité. Sur l'îlot Canard, en face de Nouméa, l'accent a été mis sur la découverte du récif corallien. Anne-Claire, comment vous est venue l'idée de créer un sentier sous-marin ici à l'îlot Canard? Le centre d'initiation à l'environnement, sa vocation, c'est éduquer à l'environnement, c'est-à-dire faire connaître pour mieux protéger. Donc dans ce cadre-là, c'était tout à fait cohérent de créer un sentier sous-marin qui a vraiment pour objectif de focaliser l'attention des visiteurs sur la vie sous-marine tout en l'expliquant.
de manière à ce que les gens, en sortant de l'eau, ensuite adoptent un certain nombre de comportements différents. Par exemple, se rendre compte que le corail est très fragile, on ne marche pas sur des coraux vivants, se rendre compte qu'il ne faut pas nourrir les poissons parce qu'on modifie leur comportement. Donc ce sentier sous-marin permet aux gens de mieux prendre en compte à la fois la grande richesse du monde sous-marin et à la fois sa grande fragilité. Palme aux pieds, masque sur la tête, le sentier est facile d'accès. C'est comme un jeu de piste. En 5 balises et tableaux explicatifs, petits et grands vont découvrir les beautés du corail et apprendre à le respecter en évitant certains gestes. De même, on va pouvoir admirer une multitude de poissons du récif et savoir les reconnaître. L'opération est un succès. Sur 40 000 visiteurs qui accostent l'île aux Canards chaque année, la moitié emprunte ce sentier sous-marin. Autre exemple de bonne gestion, l'îlot Signal, qui a été aménagé de manière à concilier accueil des visiteurs et tranquillité des oiseaux nicheurs. Visite guidée avec François Devinck, chef du service environnement de la province Sud. Et pourquoi vous appelez ça l'îlot Signal ? Ça s'appelle l'îlot Signal parce qu'il y a une petite construction en pierre qui a été réalisée il y a plusieurs dizaines d'années. Et en fait, c'était un signal pour indiquer en fait l'entrée de la passe de Dimbéa qui permet au bateau de venir accoster à Nouméa. Et combien il y a d'îlots comme ça dans la réserve ? Là, dans le parc du Lagon Sud, aujourd'hui, il y a 8 îlots qui sont classés en réserve. Alors, elles sont classées réserve pour différentes raisons, notamment le fait qu'il y ait des oiseaux qui viennent nicher d'ailleurs sur l'îlot Signal. Il y a une colonie de sternes bridés qu'on va aller voir maintenant. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, là, chez les sternes, c'est qu'elles ont un comportement un peu spécifique. Au lieu de nicher directement à terre, elles se cachent sous les pierres, sous les pierriers. Ce qui fait que leurs poussins, en fait, sont à l'abri d'abord des conditions climatiques qui sont parfois très très rudes sur les îlots, le soleil, la déshydratation. Mais aussi, elles sont à l'abri des prédateurs, qui peuvent être les mouettes, entre autres. Alors là, sur l'arbre, là, tu vois, il y a les mouettes. Alors ça, c'est des animaux très opportunistes. Si elles voient un œuf, elles vont venir le piquer, puis ensuite, elles les mangent. Donc, on va commencer à s'inquiéter sérieusement de l'augmentation des populations de mouettes sur certains îlots. Surtout les îlots d'ailleurs qui sont fréquentés par les plaisanciers parce que les plaisanciers aiment bien leur donner du pain à manger, donc après elles se sédentarisent sur certains îlots. Donc à surveiller de très près les mouettes. Et cette colonie-là, elle est là depuis longtemps ? Ça doit faire un certain temps parce que quand on a commencé à gérer sérieusement l'îlot il y a une dizaine d'années, elle était déjà installée. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que cette colonie qui était d'abord limitée à ce gros tas de cailloux ici, elle est en train de s'étendre à divers pierriers qu'on trouve sur l'îlot. Donc c'est un signe de bonne santé. Et on a fait des comptages, les effectifs ont été multipliés par 2. Donc ce qu'on peut dire, et ça on en est sûr, c'est que cette colonie elle est en excellente santé. Et puis tu vois pas mal de couples qui paradent. Est-ce que c'est la saison ? Ah ouais, là, on est en pleine saison des amours. Là, les couples paradent, ils pondent. Donc là, les poussins et les œufs sont planqués sous les pierres. Et ensuite, ils vont couver, et nourrir leurs poussins. Et pour un envol environ au mois qui va s'échelonner en fait de février en avril. Puis après, toute la colonie va quitter l'îlot. On ne va plus les voir pendant plusieurs mois. Ils vont disparaître, ils vont faire leur migration et ils vont réapparaître au mois de septembre de l'année prochaine. Et donc elles sont fidèles à ce site où visiblement elles sont bien. En tout cas, c'est très agréable ce petit chemin en caillebotis. Ah ouais, c'est pas seulement agréable, ça a son utilité. D'abord, ça permet de détourner les plaisanciers du site de nidification des sternes bridés. Ensuite, ça évite le piétinement dans ce milieu qui est fragile, qui est la forêt sèche. Et en dernier lieu, ça permet aussi de canaliser tous les plaisanciers et d'éviter qu'ils s'éparpillent partout dans la forêt. Donc, on est très content de cette petite réalisation. Une belle initiative. Seul point noir dans ce concert de louanges,
L'îlomètre, où un complexe hôtelier d'envergure a été installé sur une réserve naturelle. Une opération aberrante. Alors François, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est la mission du service de l'environnement? Le premier point, c'est une mission de protection, c'est-à-dire qu'on assure la surveillance de toutes les zones qui sont en réserve pour éviter que les braconniers viennent pêcher nos petits poissons. La deuxième mission, c'est une mission d'information et de sensibilisation du public. Ce qu'on voudrait, c'est modifier le comportement des gens, qu'ils arrêtent de balancer leurs sacs en plastique, qu'ils arrêtent de pêcher dans les réserves. La troisième mission, c'est une mission plutôt d'aménagement. Donc on est chargé de l'entretien des corps morts, des coins feux, la revégétalisation des îlots. Et enfin, on a une quatrième mission qui est une mission d'accompagnement des scientifiques pour des études qu'on a lancées pour mieux connaître les écosystèmes et les espèces, pour mettre en œuvre des mesures de gestion qui soient complètement adaptées à nos besoins. Et tes équipes interviennent sur un grand rayon d'action? Ah oui, un rayon d'action assez important puisque c'est un carré qui fait à peu près 20 km par 20 km. Il faut savoir quand même qu'à Nouméa, c'est le pays du monde où il y a la plus forte concentration de bateaux par habitant. Il y a à peu près un bateau pour 12 habitants, ce qui est énorme. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pratiquement la totalité de ces bateaux sont autour du Grand Nouméa, ce qui fait qu'il y a une pression qui s'exerce sur le lagon qui est énorme. Et après une dizaine d'années, alors quel bilan, toi et tes équipes, vous retirez de cette action? Un bilan globalement positif, puisqu'on a eu la chance de mettre en œuvre et de mettre en place tout un tas d'actions bien avant qu'il y ait des menaces qui pèsent sur le lagon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où il y a certaines menaces qui pourraient apparaître, comme le réchauffement de la planète, ou des explosions d'acanthaster, de blanchissement du corail, ou alors une pression plus forte sur certains îlots, on a des équipes aujourd'hui qui sont totalement opérationnelles et on a un savoir-faire qu'on est capable d'exporter sur d'autres régions de la province sud pour créer d'autres aires marines protégées et venir en soutien d'un grand projet qui nous tient vraiment à cœur ici, tous les Calédoniens en fait, c'est la création ou la nomination de certains sites au titre du patrimoine mondial. Changement de décor. Nous quittons le lagon pour accoster au nord-est de l'île, à Yengen. Ici, le climat est plus humide, avec des pluies quasi quotidiennes qui nourrissent une végétation dense et luxuriante. C'est le royaume de la forêt humide, avec ses fougères arborescentes qui s'étalent à perte de vue sur les pentes du mont Panier. Voilà. Il y a la cascade. Voilà. Donc là, Henri, nous nous trouvons dans la réserve du Mont Panier et vous êtes en train de mettre sur pied un projet très ambitieux. Et en fait, on est dans la forêt humide. La forêt humide, c'est un patrimoine très important au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Et on a ici une réserve qui a été créée en 1951. Et depuis cette création, la réserve n'a pas été vraiment gérée. Donc on a créé un projet de gestion qui a comme particularité de faire collaborer les populations locales. Donc on a une biodiversité exceptionnelle dans la forêt humide. Et puis de l'autre côté, on sait que le lagon néo-calédonien est extrêmement riche, et spécialement dans le nord-est où il n'y a pas de richesse minière. Donc on évolue petit à petit vers le classement de toute la zone au patrimoine mondial. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter d'être classé patrimoine mondial? Quand le lagon est classé au patrimoine mondial, ça veut dire que tous les bassins versants en amont sont également classés. Donc ça va nous faire un bloc exceptionnel qui va reprendre pas seulement la biodiversité marine, mais aussi la biodiversité terrestre. Et alors, ce classement, en fait, il nous apporte la notoriété. Bon, quels sont les sites qui sont classés au patrimoine mondial? C'est le Kilimandjaro, hein, la baie d'Along. Donc ce sont des sites très réputés. Et automatiquement, ça attire des touristes. Alors, troisième chose aussi, le classement au patrimoine mondial, ça facilite grandement d'ailleurs l'obtention de moyens
et d'appui pour obtenir une meilleure gestion et pour obtenir une meilleure protection. Si on obtient ce classement, on va pouvoir non seulement bénéficier de l'arrivée des touristes, ce tourisme va bénéficier aux populations locales. Les populations locales vont aussi prendre part à tout ce développement et se rendre compte que leur richesse est exceptionnelle, donc ils vont automatiquement la protéger. C'est dans ce décor paradisiaque que notre voyage s'achève. Vous l'avez compris, l'impact de l'homme est aujourd'hui trop fort et contribue à l'extinction de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie. Rien n'est encore joué, alors je vous engage à vous mobiliser à mes côtés pour que la Nouvelle-Calédonie reste une île vivante. À bientôt.